Bonjour à chacune et à chacun, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tous Frères. L'équipe s'intéresse dans cette émission à la médecine indienne et dans cette médecine, il existe entre autres l'Ayurveda. Elle est considérée comme la plus ancienne médecine holistique du monde. Cette tradition remonterait à plus de 5000 ans. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'a d'ailleurs reconnue comme un système complet de médecine traditionnelle. Un proverbe indien illustre bien cela. Sur la terre, tout a une fonction, chaque maladie a une herbe pour la guérir. Nous irons sur l'île de la Réunion où la nature est luxuriante. Après avoir suivi une passionnée des plantes et de leurs vertus, nous verrons grâce à des professionnels que la médecine traditionnelle peut être complémentaire avec la médecine occidentale. Rencontre ensuite avec un ingénieur mécanicien de formation qui a choisi de se reconvertir. Il s'est alors formé à la médecine ayurvédique et prépare des produits à base de plantes pour effectuer ses massages. Dans la chronique cette semaine, nous verrons que la création regorge de remèdes pour se soigner. Dans la religion, il existe aussi des sacrements pouvant aider à guérir. Soigné dans une épopée indienne, le frère du prince Rama est grièvement blessé et seule une plante magique peut le sauver. Comment? Je laisse Luciano vous raconter la suite. Soigné, comme dans le Ramayana. Ça ne vous dit rien du tout? Venez, je vous embarque dans cette célèbre épopée indienne. Un jour, en Inde, un prince nommé Rama, le voici, il marche depuis plusieurs jours avec son frère Lakshmana. Il est à la recherche de sa femme qui a été enlevée par le démon Ravana, roi de Lanka. Tout à coup, en pleine forêt, il se retrouve nez à nez avec ce démon. Commence alors un terrible combat où Lakshmana va recevoir une flèche empoisonnée. Rama est désemparé. Qui va pouvoir soigner son frère? Rapidement, il l'emmène auprès du médecin. Il l'examine et déclare que seule la Sanjivani, une herbe magique, peut le soigner. Le problème est que cette herbe se trouve dans les endroits les plus inaccessibles de l'Himalaya. Et le temps est compté. Sans soin, Lakshmana mourra au lever du soleil. Voilà qu'un fidèle disciple du prince Rama, nommé Hanuman, le valeureux dieu singe, se porte volontaire pour aller chercher l'herbe magique. Après avoir reçu la bénédiction de Rama, Hanuman augmente sa taille et il se met en route. Dans sa quête, il va rencontrer plusieurs pièges dressés par Ravana. Des illusions séduisantes, des démons enragés, un sorcier malfaisant. Mais rien ne va l'arrêter. Une fois arrivé à l'endroit décrit par le médecin, Hanuman a du mal à identifier l'herbe qui soigne. Pour ne pas perdre de temps, il se remet en route en emportant avec lui toute la montagne. Et juste avant le lever du soleil, le voilà arrivé auprès de Rama et de son frère. Le médecin identifie rapidement la Sanjivani et l'utilise pour soigner Lakshmana. Après des secondes interminables, il revient à lui. Il est sauvé. Ainsi, Hanuman est pour tous les hindous un véritable exemple de détermination et de service. Ses efforts héroïques montrent à quel point il a voulu prendre soin non seulement de Lakshmana, mais aussi de son maître Rama. Ici, c'est bien l'amour dévotionnel qui s'est exprimé en actes. Et c'est bien pour cela qu'on en parle encore aujourd'hui. Et on va évidemment continuer à en parler avec Aurélie qui nous a rejoint. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel. Direction La Réunion, plus précisément Saint-Denis, donc le chef-lieu de l'île, et aussi Saint-Paul pour rencontrer une passionnée d'Ayurveda, une forme donc de médecine traditionnelle indienne. Tout à fait Muriel. Alors cette femme, regardez, cette passionnée, c'est Sabine Amourdom Pollick. Elle est d'origine indienne et elle a baigné dans cette tradition depuis son plus jeune âge. Elle est aussi présidente de l'Association réunionnaise des relations et créations culturelles. Et par l'intermédiaire de son association, elle est entrée en contact avec le ministère Ayush. C'est le ministère des médecines traditionnelles hindoues. D'accord, mais qu'est-ce que c'est exactement de ce ministère? Alors ça regroupe
plusieurs disciplines, l'Ayurveda, le yoga ou encore l'homéopathie. Il y en a d'autres. Et même si l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a conclu un accord avec l'Inde et ce ministère en 2022, l'Ayurveda n'est pas reconnu par la médecine française. Pourtant, un rapprochement a eu lieu entre le ministère Ayush et le CHU de La Réunion. Et c'est Sabine qui en est à l'origine. Alors, comment la médecine traditionnelle indienne peut-elle soigner et donner plus de confort aux patients? Reportage d'Anna Bélissance et Sylvain Ducasse. Autour de ce temple familial, des dizaines de plantes. Elles sont appréciées pour leur beauté, mais aussi pour leurs vertus aromatiques et thérapeutiques. Sabine réalise sa cueillette en remerciant chaque espèce. Objectif, révéler leurs pouvoirs relaxants et assainissants. 1 ou 2 feuilles sur le citronnier. Dans la confection d'une huile de massage. Une branche de calopilé. Alors ça, c'est vraiment très connu chez les Indiens. Là, il y en a aussi partout dans les jardins. Qu'on utilise beaucoup en infusion pour les tensions. Quand vous avez des problèmes de tension, on fait également des soins avec ça. Je vais rajouter une plante que connaissent tous les gens ici. La feuille ressemble à une main. Le ricin, appelé tantan localement, le latex et enfin le nîmes viennent compléter la composition de sa recette. Là, je vais prendre les branches là. Préparée selon les principes de l'Ayurveda. Ayur, ça veut dire la vie. Et Veda, c'est la connaissance de soi, déjà. Quand on se connaît, on a quand même une connaissance de sa santé. Et protéger sa santé, c'est déjà une médecine préventive. Moi, je vais prendre une toute petite branche là pour mâcher parce que c'est l'habitude. on peut prendre ça comme ça tous les matins. Vous sentez l'amertume, mais c'est très bon pour les gens qui sont de pitta, qui ont beaucoup de feu. Tout ce qui est amer, c'est très bon pour les pitta. Ça va diminuer le feu dans le corps. Pitta, Vata, Kapha, 3 énergies vitales nommées dosha, à la base des principes de l'Ayurveda. Ni trop jeune, ni trop vieille, entre les deux, voilà. Chaque dosha est une association d'éléments dont l'équilibre est synonyme de bonne santé. C'est une approche holistique. On va prendre l'être humain dans tout son ensemble. Il n'y a pas que le corps. Et il y a aussi cette approche spirituelle qui nous permet de nous élever. On a besoin de ça. Et la réalisation de soi passe par là. Quelles que soient les religions, c'est important, je pense, d'avoir un support pour nourrir son cœur et nourrir son esprit et sa spiritualité. Les vertus de ces plantes sont transmises par les femmes dans la famille de Sabine depuis plusieurs générations. Mais elle doit aussi ses connaissances en médecine ayurvédique à ses échanges réguliers avec les praticiens indiens à New Delhi. Son fils Erwan marche dans ses traces. Sabine le rejoint au centre de yoga et d'ayurveda qu'elle a fondé. J'ai pris une feuille de tantan. Prendre une portion. C'est tout simplement dans la cuisine que le praticien prépare ses recettes d'huile. J'aurais pas besoin de beaucoup puisque ça va être un massage pour une personne. C'est la feuille de citronnier. C'est lors d'un voyage en Inde, dans la capitale mondiale de l'Ayurveda il y a 6 ans, que sa vie a changé. J'ai décidé en fait d'aller me faire masser moi-même au Kerala. Ça m'a tellement changé. Du coup, j'ai décidé de me former directement sur place avec le praticien qui me massait. On discutait avec des professeurs ayurvédiques et des médecins qui sont dans la recherche et qui nous ont après conseillé en fait certains mélanges, qui nous ont enlevé aussi certaines plantes à ne pas mettre qui peuvent être toxiques. Le centre de yoga et d'ayurveda créé par Sabine est fréquenté par un public très large, sans distinction d'âge ou de confession. Alors, tu vas participer à la fabrication de l'huile. Très bien. Monica vient se faire masser ici pour la première fois. On va t'expliquer. Les graines de girofle. Tout ce qui sera le plus résistant en premier, c'est-à-dire en fait l'écorce de kombava, la feuille de citronnier. En Inde, ils ont quand même un savoir-faire, je pense, bien établi depuis longtemps. Donc les gens reviennent aux sources. Je crois de plus en plus aux plantes et aux effets médicinaux traditionnels. Le massage ayurvédique comporte énormément d'huile comparé aux autres massages. Le haut du corps me permet de vraiment savoir si la personne est très tendue ou pas. Le milieu du corps va me permettre aussi de faire une petite veille sur les organes internes. Lorsque je vais arriver sur les jambes, je vais comprendre aussi si elle a des lourdeurs. Ça va me permettre de voir un peu son alimentation aussi. L'Ayurveda est vraiment en fait une médecine du quotidien. C'est prendre soin de soi à chaque moment. En Inde, il y a même un ministère de l'Ayurveda. Depuis sa création en 2014, ce ministère indien nommé Ayush a pour principale mission de diffuser les connaissances en médecine ayurvédique à travers le monde.
Sabine a fait le lien entre les chercheurs indiens et la direction du CHU de La Réunion, voici une dizaine d'années. Cet hôpital public est le seul de France à ouvrir la voie à une coopération avec le ministère de l'Ayurveda. Quand j'accompagne des gens qui sont dans des situations palliatives, avec une maladie grave qui les conduit à la fin de leur vie, il arrive souvent que les patients, les familles, elles recourent à des approches qui ne sont pas conventionnelles. Parce que quand on est dans une impasse, on a envie de trouver une solution. C'est ça qui m'a fait m'intéresser à ces approches. Le spirituel, il peut avoir sa place. Moi, en tant que médecin de soins palliatifs, il y a des moments où on accède au spirituel sans pour autant aller au religieux. Là, dans le contexte de notre travail de recherche, il faut qu'on soit très vigilant par rapport à ça. Prendre la médecine ayurvédique dépourvue de cet aspect hindouiste. L'hôpital n'est pas là pour faire la promotion de telle ou telle religion, bien sûr. Yeah, hello. Oh, hello. Can you hear us? Un pont de plus en plus solide entre deux médecines, concrétisé grâce à cette équipe pluridisciplinaire de Saint-Denis à La Réunion et de New Delhi en Inde. 70 à 80% des 400 patients de notre enquête ont déjà eu recours à au moins une forme de médecine traditionnelle, que ce soit sous forme de tisane, d'huile ou autre. En se basant sur ces résultats, il serait intéressant de prendre en compte et d'encadrer ces usages pour améliorer la proposition de soins. Pour accompagner cette pratique, en 2024, un praticien indien devrait réaliser les premières consultations en médecine ayurvédique au sein du CHU de La Réunion. On va aller vers des pathologies qui posent un problème de santé publique sur l'île de La Réunion. Donc typiquement le diabète, l'endométriose. On va aussi proposer un programme pour les soignants avec l'idée que si les soignants trouvent que c'est efficace, ils auront moins de réticence pour le proposer aux patients. C'est sûr qu'il faut encadrer ces pratiques. C'est pour ça que nous, le fait de le faire au CHU dans un contexte universitaire, à l'endroit même où on pratique l'allopathie, ça donne une légitimité. Si aujourd'hui les médecins allopathes ne sont pas prêts à ça, de toute façon, il faudra qu'ils y viennent parce que les patients y sont en demande. Grâce à cette coopération, la formation devrait s'étoffer à l'avenir et ainsi ouvrir encore plus grand les portes de l'hôpital à cette médecine traditionnelle, vieille de 5000 ans. Continuons à en parler avec notre invité et cette fois-ci, vous allez voir, nous allons très loin. Pourquoi ? Parce que nous allons en Inde, à Pondichéry, rejoindre Linda Gombindos, praticienne en médecine ayurvédique. Bonjour Linda et merci d'être avec nous parce que vous vivez en Guadeloupe, mais vous êtes en ce moment en Inde. D'ailleurs, vous êtes en Inde, pourquoi ? Pour en apprendre plus sur la médecine ayurvédique ? Pour en apprendre plus, oui, mais aussi pour permettre aux autres de découvrir l'Ayurveda authentique, puisque j'emmène un groupe dans un hôpital traditionnel de l'Ayurveda pour faire des soins ayurvédiques. Et qu'est-ce que vous avez appris justement depuis que vous êtes arrivée ? Depuis que je suis arrivée, on est arrivé seulement avant hier. Et donc, c'est déjà la première partie pour essayer de récupérer un peu. Et on va à l'hôpital dans 4 jours. Et pourquoi vous êtes-vous intéressée à cette médecine ayurvédique ? L'Ayurveda et moi, c'est vraiment ce que je dis, un coup de foudre. J'ai vraiment été séduite par la simplicité de ce que l'Ayurveda apporte, c'est-à-dire une solution aux problèmes de santé, de bien-être et d'épanouissement qui sont basés sur les choses simples comme la nature, la connaissance de soi et une motivation pour vivre en harmonie avec soi-même, notre nature intérieure, mais aussi la nature qui nous entoure. Ça m'a beaucoup touchée et j'ai été séduite par l'Ayurveda depuis l'adolescence. Et c'est tout naturellement que j'ai voulu faire de cette discipline ma profession. Et pour vous, transmettre justement cet amour, c'est important ? C'est important, oui, parce que je pense que l'Ayurveda peut apporter beaucoup de bonnes choses. Et on fait beaucoup de prévention. Ça veut dire qu'avant même de tomber malade, on va chercher à permettre à l'individu de trouver une harmonie avec lui-même. Et donc, si on peut prévenir l'apparition des maladies, je dis qu'on a déjà fait un grand pas. Et ensuite, quand on est malade, l'Ayurveda aussi peut apporter pas mal de solutions. Donc, c'est déjà une réponse aussi à une demande, puisque à l'issue de mes études, quand je suis rentrée en Guadeloupe, il y avait beaucoup de personnes qui étaient en quête de guérison par des choses naturelles comme les plantes, comme les massages. Et ça s'est emboîté tout seul. Alors justement, on l'a vu dans le reportage, l'Ayurveda, c'est une médecine complète. Sur quels axes thérapeutiques elle repose ? On peut dire qu'il y a 5 grands axes thérapeutiques. Donc, il y a l'alimentation, donc ce qu'on va manger construit notre corps, mais l'Ayurveda va un peu plus loin, c'est vraiment ce qu'on arrive à digérer qui va nous construire et nous faire du bien.
Ensuite, on a les conseils en hygiène de vie adaptés à l'individu, donc vivre en harmonie avec la nature, suivre les changements des saisons, mais également adapter nos activités aux différents moments de la journée, puisque certaines énergies dans la journée vont favoriser par exemple la concentration ou la créativité ou même le sommeil. Ensuite, le troisième axe, ce sont les plantes médicinales. Les préparations médicinales plutôt, puisqu'en Ayurveda, on peut utiliser les plantes, mais on peut aussi utiliser les minéraux et même parfois des préparations avec des sources animales. Et on a les soins corporels comme les massages qui sont très, très célèbres en fait quand on parle d'Ayurveda, mais il n'y a pas que les massages, il y a beaucoup, beaucoup de soins. Et pour terminer, il y a la partie spirituelle. En Guadeloupe, quand je parle de cette partie, je préfère utiliser le mot développement personnel. C'est la partie de l'Ayurveda qui nous permet de nous reconnecter à nous, à notre cœur et aussi à cette sphère qui fait que nous sommes des êtres universels, c'est-à-dire l'âme. Mais comment justement se connecter à cette partie spirituelle ? Déjà, apprendre à ressentir son cœur, se reconnecter à nos ressentis, puisque la plupart des gens vivent de manière automatique dans notre monde moderne et on ne prend jamais vraiment le temps de s'arrêter, de fermer les yeux et de se connecter à soi-même pour sentir ce que notre cœur essaie de nous dire, ou ne serait-ce que juste sentir les émotions, sentir voilà. Et une fois qu'on sent, on est plus connecté à son corps, à son être, et on est au courant de si le corps va bien, de si le mental va bien, s'il est apaisé, s'il est agité, s'il a trop de chaleur, il est en manque de quelque chose. Et quand on prend le temps de faire ça, à la longue, eh bien, on arrive à se connecter à la sphère un peu plus subtile, qui est au final de donner le meilleur de soi autour de nous, dans le monde entier. Alors, il existe plusieurs spécialités de médecine ayurvédique. Qu'est-ce qu'un ophtalmo ou un gynécologue ferait de différent d'un médecin occidental ? Déjà, l'ophtalmologue ayurvédique, il va d'abord utiliser, avant de prescrire par exemple des gouttes ou des lunettes, on va peut-être faire des pratiques physiques, des exercices. Donc, on appelle souvent cela le yoga des yeux. Donc, il y a pas mal de petites choses à mettre en place, comme par exemple mobiliser les yeux de gauche à droite, faire des mouvements circulaires, mais aussi regarder une petite lampe, une flamme en fait, mettre du ghee dans les yeux. Parfois on met du ghee, parfois on met du miel. Il y a des substances qu'on peut utiliser avant d'arriver à des traitements ou même le port des lunettes. Gynécologue, on a des bains de vapeur qu'on fait chez les femmes. On a aussi ce qu'on appellerait en fait des bains de siège aussi. On peut utiliser des huiles, on peut utiliser des plantes à avaler par voie orale pour travailler sur les organes génitaux, notamment durant la ménopause. Il y a vraiment beaucoup de choses, c'est assez vaste et c'est super intéressant en fait. Mais ce qui revient toujours, c'est que malgré les différentes spécialités, la base est toujours la nature. On va se servir des choses naturelles pour pouvoir soigner. Et en quelques mots, justement, l'Ayurveda n'est qu'une petite partie de la médecine indienne. Vous vous intéressez à d'autres formes de médecine ? Moi, j'ai eu le coup de foudre seulement pour l'Ayurveda, donc je suis 100% Ayurveda et je laisse les autres. Je ne suis pas fermée. Je pense qu'il faut suivre ce que son cœur, justement, vers où notre cœur nous guide. Mon cœur m'a guidée vers l'Ayurveda. Je reste focus sur ça. J'essaye de maîtriser au mieux cette discipline qui est très vaste. Et il existe notamment la médecine Unani, il existe le yoga, notamment le yoga-thérapie, l'homéopathie. Il y a pas mal de médecines en Inde, mais mon cœur a choisi l'Ayurveda. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir transmis donc, cette passion. Très bon séjour à vous. Je suis sûre que vous reviendrez avec plein d'astuces à nous donner. Donc, je rappelle que vous êtes Linda Gombendos, praticienne en médecine ayurvédique. Alors maintenant, après être passé en Inde avec notre invité, nous reprenons l'avion direction la Guadeloupe, à Petit-Bourg et aux Abîmes, pour faire la connaissance d'un autre praticien ayurvédiste. Exactement, regardez, c'est Moïse. Alors, on l'a vu tout à l'heure et Linda nous le disait pendant l'interview, l'Ayurveda en Occident est beaucoup associé aux massages qui font aussi du bien, hein Muriel ? On ne va pas dire le contraire. Tout à fait. Mais l'Ayurveda, c'est aussi une médecine des plantes. Moïse utilise des procédés indiens en leur associant des plantes venues de l'Inde, mais aussi de Guadeloupe. Et on vient le voir au quotidien pour soigner ses petits bobos. Voilà.
Et on voit, en tout cas, on a l'impression que pour Moïse, la transmission est importante. On a vraiment l'impression que c'est important, ça, la transmission. Complètement. Et ça lui correspond tout à fait parce que l'Ayurveda, c'est aussi une question d'héritage pour lui, justement. Donc c'est tout naturel. Comment il s'est approprié ce savoir ancestral en grandissant et surtout, comment cette forme de médecine traditionnelle est-elle accueillie par les Guadeloupéens? Reportage d'Andy Songo. J'avais été jobé avec mon père, j'avais 12 ans. Et c'est-à-dire qu'on faisait la peinture pour quelqu'un. Et la personne nous a offert à manger et il avait donné un poisson. On a commencé à vomir le soir, diarrhée, douleur, tout ça. Je passe devant la maison de ma grand-mère pour aller chez ma maman et elle me voit marcher doucement. Elle me frottait sur les articulations et en même temps elle me donnait à boire le romarin bord de mer et la sarsaparille. Et c'est comme ça que j'ai dit, où est-ce que tu as pris ça? Il m'a dit, c'est voilà. Quand elle a besoin d'une plante, elle savait où aller le prendre, quoi. C'est dans la tradition indienne que sa maman elle lui avait appris. Je me suis dit, bon, je vais essayer d'apprendre ça d'une manière plus scientifique. Et de là, je me suis intéressé à l'Ayurveda. J'avais demandé au doyen de l'université de Pouna, il m'a concocté un programme par module. Donc c'est comme ça que je me suis dit, je vais me prendre un diplôme pour que je puisse exercer après. Je suis venu me voir parce que j'avais une douleur, une inflammation à l'épaule. Et j'avais fait des scanners partout. Et en faisant les scanners, le docteur me dit qu'il n'y a rien. Et j'ai une douleur. Dès que la médecine normale ne peut rien faire pour moi, mais je viens voir. Donc là, je suis en train de faire d'abord l'huile de coco avec le lait de coco. Et après ça, je vais mettre des plantes dedans. Tu vois? En France, tout le monde connaît l'Ayurveda comme si c'était le massage, tu vois. Mais quand tu maîtrises le domaine, tu as la connaissance pour faire le diagnostic, le traitement, tu comprends? C'est pas comme si je faisais une médecine parallèle, c'est carrément une médecine, tu vois. Oui. Comment tu te sens là? Et là, presque plus rien. Là, hier, ça m'a piqué vite fait, mais sinon, là je ressens ma voix. C'est bon? Je peux mettre la vanne. Viens t'asseoir là. On va voir les yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir pour apprendre. Mais une fois qu'ils ont appris quelque chose, une partie, ben, soit le massage, soit le sport ou le yoga, ils vont exercer. Je n'ai pas encore trouvé un jeune qui veut tout apprendre. C'est bon, là, ça. Je soulève, j'inspire, j'expire. Maintenant, avec les recherches, on sait que la santé dépend de ce qu'on mange. Au lieu de faire comme nos grand-mères qui donnaient plein de fusions, de thé qui étaient un genre amer des fois, mais là, tu peux les glisser autrement. On va le glisser peut-être dans une gélule, on va le glisser dans une nourriture, ou même dans un dessert en plein corps. Une plante médicinale, une plante dans l'alimentation ou dans un jus. C'est cet effet-là qui va faire que l'Ayurveda va prendre sa place en Guadeloupe. Alors, vous le voyez, nous allons donc parler du verbe soigner. Nous continuons en tout cas. Alors, Aurélie, forcément, dans la Bible, enfin, forcément, je donne un peu la réponse, mais y a-t-il des références indiquant aux chrétiens comment se soigner? Complètement, et on va partir d'un livre, celui de Ben Sira, le sage. C'est dans l'Ancien Testament. Tous ces premiers versets répondent au verbe qui nous occupe aujourd'hui. Et le premier: honore à sa juste valeur le médecin pour ses services, le Seigneur l'a créé, lui aussi. Voilà. Ici, Dieu nous dit que pour se soigner, il faut aussi faire confiance au médecin, car c'est par la grâce de Dieu qu'il obtient son art de guérir. Lorsque le médecin utilise ses compétences, il honore la générosité de Dieu, il devient son instrument pour le bien-être de ses frères. Dans ce livre, on dit aussi autre chose. Le Seigneur a créé des plantes médicinales, l'homme avisé ne les méprise pas. Alors, on ne va pas contredire ça en Outre-mer, Muriel, bien sûr. Donc Dieu nous dit ici que l'homme dispose de ce dont il a besoin pour se soigner au sein de la création. Dans la Bible, Dieu nous dit que l'homme dispose de certaines plantes, dont on fait d'ailleurs des médicaments aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a des exemples d'utilisation de la nature pour soigner dans la Bible? Oui, tout à fait. Alors là, on a parlé des végétaux. Il y a aussi les animaux. Ah bon? Tout à fait. Ça se trouve dans le livre de Tobie, dans l'Ancien Testament. L'ange Raphaël, et Raphaël signifie Dieu guérit.
Ça ne s'invente pas. Il dit à Toby que le fiel, le cœur et le foie d'un poisson sont des remèdes efficaces. Et il ajoute que le fiel de poisson appliqué sur les yeux d'un homme atteint de leucome peut le guérir. Alors, attention. On va faire attention. Il faut aller voir le médecin d'abord. Voilà, on n'est pas sûr de l'espèce de poisson dont il s'agit, mais c'est tout de même la preuve que tout ce qui compose la création aujourd'hui est à la disposition de l'homme pour se soigner. Est-ce qu'il y a d'autres formes de guérison dans la Bible ? Évidemment, jusqu'ici, on a parlé de guérison physique. Il y a une guérison d'une autre nature, c'est la guérison du cœur, et c'est la plus forte des guérisons dans la Bible. D'ailleurs, pendant la messe, on dit bien, dis seulement une parole. Et je serai guéri. Tout à fait. Cette idée est déjà présente dans l'Ancien Testament. Dans le livre de la sagesse, on dit « Ta parole, Seigneur, elle guérit tout ». Eh bien, dans le Nouveau Testament, Jésus est la parole incarnée. C'est par lui que passe la guérison. Aujourd'hui, c'est par les sacrements que le chrétien est guéri. Et saint Thomas d'Aquin le dit, le sacrement, c'est le médicament de l'âme. D'accord. Est-ce qu'il y en a un qui est plus efficace que l'autre ? Muriel. Est-ce qu'on peut réfléchir comme ça, déjà ? Non, il n'y a pas de compétition entre les sacrements et les médicaments. D'ailleurs, les chrétiens ont continué de s'investir dans le soin à travers de nombreuses congrégations. Et l'exemple bien à la mode aujourd'hui, c'est celui d'Hildegarde de Bingen. Regardez, religieuse, docteur de l'Église pour ses prophéties, mais aussi botaniste. Elle est considérée pour beaucoup aujourd'hui comme l'ancêtre des naturopathes. Ses livres de remèdes écrits au XIIe siècle sont encore utilisés et republiés aujourd'hui. En résumé, pour les chrétiens, Dieu a composé la création d'une multitude d'ingrédients capables de soigner nos corps. S'il n'y a pas de compétition entre la science et la religion, c'est tout de même la parole de Dieu qui est capable de guérir nos cœurs. Merci Aurélie. Et soigner en Nouvelle-Calédonie, eh bien regardez ce lien sur le portail d'Outre-mer. La première, une série d'interviews est consacrée à des initiatives inspirantes répondant à la pénurie de professionnels de santé. L'objectif est aussi d'apporter des réponses concrètes aux inquiétudes des habitants. Et puis je vous propose également un ouvrage très documenté, Pharmacopée martiniquaise traditionnelle. Cet ouvrage a été écrit par Emmanuel Nossin, pharmacien et ethnopharmacologue. L'auteur retrace l'histoire de la médecine traditionnelle des Antilles et explique ses origines. Un auteur qui prône aussi une réconciliation entre médecine traditionnelle et médecine moderne. Et puis, dans la religion catholique, une sainte, Aurélie vous en a parlé, n'est-ce pas ? C'est sainte Hildegarde, née au XIe siècle. Et en fait, c'est une figure marquante de l'apogée de la médecine monastique à la fin du Haut Moyen-Âge environ. C'est pour cette religieuse bénédictine allemande, eh bien, la nature regorge de plantes capables de prévenir les maladies et même de les guérir. Le jour du Seigneur lui a donc consacré un magazine revenant sur son œuvre. Et vous, quels sont les remèdes qu'on vous a transmis ? On sait qu'ils sont nombreux en Outre-mer. Racontez-nous sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet tousfrères.tv. Qu'est-ce que ça vous inspire, Muriel ? Alors, moi, je me rappelle que j'avais rencontré une dame qui s'appelait Mambeuse, je crois, en Martinique. Et elle connaissait tout sur les plantes. Elle avait même un perroquet qui a parlé. Elle connaissait les plantes par cœur, à tel point que chez elle, en fait, il y avait des scientifiques qui venaient pour en apprendre plus et puis pour développer leurs travaux. Ben, ça m'est familier parce que chez moi aussi, à La Réunion, les anciennes générations, ils savent tout des plantes. Ils savent dans quelle ravine il faut aller chercher telle plante, dans quel coin de montagne il faut aller chercher une autre. C'est vraiment fascinant. Et puis, c'est vrai, les scientifiques s'y intéressent. D'ailleurs, 75 plantes endémiques d'outre-mer ont été inscrites dans la pharmacopée française. C'est énorme et je suis sûre que c'est pas fini. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Merci à nos grands-parents. Bonne semaine à tous et à bientôt.